Imaginez que vous avez entre les mains la plus grande caméra du monde, capable de capturer des images numériques de 3200 mégapixels. Si c'était le cas, qu'est-ce que vous photographieriez en premier? Des étoiles lointaines? Des nébuleuses mystérieuses? Ou peut-être la surface de la Lune? Pourtant, le sujet choisi par les ingénieurs du Laboratoire national d'accélérateur des États-Unis, SLAC, pour leur prise de vue de test pendant le développement, est, contre toute attente, un chou-fleur. Bonjour à toutes et à tous. Oui, vous avez bien entendu. Une variété de chou-fleur appelée romanesco a ainsi été magnifiquement affichée sur pas moins de 378 écrans. Pour afficher l'image à sa taille réelle, il a fallu utiliser un nombre aussi impressionnant d'écrans. En plus du chou-fleur, les scientifiques ont également photographié une gravure sur cuivre représentant l'espace, ainsi qu'une photo de l'astronome Vera Rubin en plein travail. Ils ont aussi créé des collages à partir de leurs propres photos, de celles de personnes qu'ils apprécient, ainsi que des logos des organisations participant au projet. Bienvenue sur Perduchan. Merci de votre attention. Pourquoi les ingénieurs ont-ils choisi des sujets aussi insolites? Comment fonctionne cette caméra? Et où sera-t-elle utilisée? Nous allons tout vous expliquer. C'est parti! Fonctionnement de l'appareil photo. Les équipes du SLAC ont établi un record mondial en réalisant la plus grande photographie non composite jamais prise. Il s'agit d'une image d'une résolution si élevée qu'elle permettrait de distinguer une balle de golf située à 25 km. Et pour capturer cette image, ils n'ont même pas utilisé une caméra entièrement assemblée, seulement le capteur optique. Ce capteur mesure 64 cm de large et se compose de 189 capteurs d'images. Afin de vérifier le fonctionnement du plan focal de la caméra, c'est-à-dire la surface sur laquelle l'image se forme, l'équipe a utilisé ce capteur pour générer les images. Le capteur capte la lumière émise ou réfléchie par le sujet et la convertit en signaux électriques. Ces signaux sont ensuite utilisés pour produire l'image numérique. D'ailleurs, des capteurs de ce type équipent aussi vos smartphones. Cela dit, celui développé par le SLAC est évidemment bien plus complexe. Chacun des capteurs d'images qui composent le capteur optique possède une résolution de 16 mégapixels. C'est à peu près la même résolution que celle des capteurs présents dans de nombreux appareils photo numériques récents. Les capteurs d'images sont regroupés en modèles carrés, chaque module étant constitué de 9 capteurs d'images et des circuits électroniques associés. L'espace entre les modules ne dépasse pas la largeur de 5 cheveux humains. Le capteur est formé par l'assemblage de 25 modules de ce type. Parmi eux, 21 modules servent directement à la formation de l'image, tandis que les 4 placés dans les coins sont utilisés pour la mise au point. Selon les spécialistes, cette conception offre une précision de fonctionnement optimale de l'ordre du micromètre. La surface du plan focal est immense. Elle permet de photographier une portion du ciel assez vaste pour contenir aisément 40 pleines lunes, tout en restant remarquablement plane. Grâce à cela, la caméra, une fois terminée, pourra capturer des images nettes et d'une très haute résolution. Les capteurs d'images peuvent détecter des objets 100 millions de fois plus faibles que ce que l'œil humain est capable de percevoir. Avec une telle sensibilité, ils pourraient même capter la lumière d'une bougie située à plusieurs milliers de kilomètres. La première photographie. Mais pourquoi un chou-fleur a-t-il été choisi comme premier sujet? Les scientifiques ont décidé de photographier un romanesco en raison de sa structure étonnante. L'inflorescence du romanesco évoque une structure fractale. Chaque bourgeon est composé d'un ensemble de bourgeons encore plus petits et l'ensemble forme une spirale logarithmique. On pourrait dire que c'est le rêve de tout mathématicien. Ainsi, la structure du chou-fleur a permis de vérifier comment le capteur de la caméra pouvait restituer les moindres détails. Comme la caméra n'était pas encore complètement assemblée et qu'elle ne possédait ni objectif ni obturateur, l'équipe a utilisé à la place une boîte opaque dans laquelle elle a percé un trou de 150 micromètres, légèrement plus large qu'un cheveu humain. Le chou-fleur a été placé dans la boîte et son image a été projetée sur le plan focal à travers ce minuscule trou. Préalablement, le capteur de la caméra avait été placé dans un cryostat, un dispositif de maintien à basse température, afin de refroidir les capteurs d'images jusqu'à moins 100 degrés Celsius,
ce qui a permis de réduire considérablement le bruit de l'image. L'équipe a utilisé exactement la même méthode pour capturer les autres images. Une magnifique gravure représentant un pèlerin observant ce qui se trouve au-delà des confins du monde, qui semble à première vue provenir du Moyen-Âge, n'en est en réalité pas une. Cette gravure a été publiée pour la première fois au XIXe siècle dans un ouvrage de Camille Flammarion, célèbre pour avoir popularisé la science auprès du grand public. Bien que cette gravure soit officiellement attribuée à un auteur inconnu, les historiens soupçonnent qu'elle pourrait en réalité être l'œuvre de Flammarion lui-même. En effet, cette image contient des détails caractéristiques de différentes époques et montre même l'utilisation d'un instrument qui n'est apparu qu'à la fin du XVIIIe siècle. Autrement dit, cette gravure n'est pas médiévale, mais elle reflète parfaitement la vision du monde erronée qui dominait autrefois. N'est-il pas symbolique que cette image puisse désormais être observée sous la forme d'une image de 3200 mégapixels ? Humanité, ouvrez grand les yeux. Regardez combien nous avons progressé. Quant aux autres photographies, il est facile de comprendre pourquoi les scientifiques ont créé un collage avec leurs propres portraits et les logos des entreprises impliquées dans le projet. Mais pourquoi avoir choisi une photo de Vera Rubin ? Cette femme était une astronome américaine qui a étudié la rotation des galaxies. Ses travaux ont jeté les bases de la recherche sur la mystérieuse matière noire. Mais quel est le lien avec ce projet ? En réalité, le capteur haute performance testé par les spécialistes fait partie de la caméra qui est désormais installée sur un télescope au Chili. Autrefois connu sous le nom de projet de grand télescope synoptique de relevé, l'observatoire qui l'abrite porte désormais le nom de Vera Rubin. Ainsi, cette photographie constitue un hommage à une scientifique exceptionnelle. Les défis du télescope. La réalisation d'un projet d'une telle envergure demande énormément de temps. Par exemple, la caméra destinée au télescope est en cours de fabrication depuis 2015. La caméra a été achevée en 2024 et en mai, après un long voyage, elle a été transportée sans encombre jusqu'à l'observatoire situé au sommet d'une montagne au Chili. Ensuite, l'installation sur le télescope et les derniers réglages ont été effectués avec le plus grand soin. Ainsi, en juin 2025, les toutes premières images de l'univers capturées par ce télescope ont enfin été dévoilées au public. L'image dévoilée était d'une beauté à couper le souffle. Dans une zone de la taille de la pleine lune, apparaissaient d'innombrables étoiles et galaxies, brillant de mille feux comme un véritable écrin de pierres précieuses. Fait remarquable, une seule image contenait des millions d'étoiles et de galaxies. Des zones que les télescopes spatiaux précédents mettaient plusieurs jours à photographier ont été capturées par cette caméra en très peu de temps et avec un champ de vision bien plus large. Après de longues années de développement et malgré les retards causés par la pandémie, les efforts de nombreuses personnes ont finalement porté leurs fruits. Les scientifiques attendent également avec une grande impatience la découverte de planètes errantes, des planètes sans étoiles. Selon certaines estimations, leur nombre pourrait même dépasser celui de toutes les étoiles de la Voie lactée. Des planètes fantômes errant seules dans l'obscurité pourraient en réalité se cacher en grand nombre à proximité de la Terre. Et ce mystère est peut-être sur le point d'être élucidé. Et maintenant, en 2026, le grand relevé baptisé Legacy Survey of Space and Time s'apprête enfin à démarrer pour une durée de 10 ans. On a hâte d'y être. Que pourra-t-on accomplir avec un télescope équipé d'une caméra aussi performante ? À l'observatoire, ce télescope associé à un miroir de 8,4 mètres de diamètre sera utilisé pour réaliser un vaste relevé du ciel, appelé Legacy Survey of Space and Time. D'ailleurs, la caméra elle-même porte également ce nom. L'étude se déroulera sur 10 ans et toutes les 3 nuits, la caméra réalisera une prise de vue panoramique du ciel austral afin de produire de nouvelles images. Au total, ces images devraient enregistrer environ 20 milliards de galaxies différentes. Grâce à ce relevé, le télescope produira environ 200 000 images par an. En répétant ce processus, on obtiendra une gigantesque vidéo en time-lapse de l'univers. Cela permettra d'observer en temps réel des phénomènes comme le déplacement des astéroïdes ou l'explosion d'étoiles. Autrement dit, de nombreuses nouvelles images spectaculaires de l'univers nous attendent très bientôt. Il faudra également trouver la méthode la plus efficace pour traiter une telle quantité d'images. Cependant, un tel équipement n'a pas pour seul objectif de produire de belles photographies.
Cette étude permettra d'approfondir notre compréhension de la formation et de l'évolution des galaxies, tout en testant différents modèles de matière noire et d'énergie noire afin de mieux comprendre leur nature. L'observatoire pourra également servir à d'autres missions. Par exemple, il contribuera à la défense planétaire en détectant suffisamment tôt les astéroïdes susceptibles d'entrer en collision avec la Terre, afin de protéger notre planète. Toutefois, pour exploiter correctement le télescope Vera-Rubin, un obstacle majeur se dresse, celui des satellites artificiels. Le nombre de satellites en orbite basse autour de la Terre a fortement augmenté ces dernières années. Comme ces satellites réfléchissent la lumière, ils peuvent interférer avec les données des observatoires lorsque ceux-ci, comme le télescope Vera-Rubin, fonctionnent dans les bandes de lumière visibles et infrarouges. Espérons que les astronomes parviendront à résoudre ce problème. Souhaitons ensemble que l'équipe d'experts surmonte cet obstacle et que le télescope puisse révéler tout son potentiel. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la noter et à la partager avec vos amis. Merci à toutes et à tous de votre attention. À très bientôt. Au revoir.